C'est notre dernière séance de ce semestre, donc on n'est vraiment pas très nombreux pour cette raison, je pense. Mais l'enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube où il sera consulté. Donc, c'est déjà ça. Et j'ai donc le plaisir d'ouvrir cette séance de notre séminaire de recherche en sciences humaines et sociales euh, qui est organisé par le Centre de civilisation française et d'études francophones de l'Université de Varsovie. Notre sujet général de cette année est la sécurité, un concept à la croisée des époques et des disciplines. Et dans ce cadre-là, nous aborderons aujourd'hui l'aspect philosophique de cette notion avec la présentation de Michał Krzykowski, intitulée De la société sécuritaire à une dissociété ou entropie sociale. Michał Krzykowski est professeur en philosophie à l'Université de Silésie à Katowice, où il a fondé le Centre d'études critiques de la technique. Ses champs de recherche concernent la philosophie qu'on appelle continentale, la philosophie de la technique et l'économie politique. Notamment, il aborde des questions liées aux enjeux épistémologiques, psychosociaux, écologiques et économiques du numérique. Après sa présentation, j'invite tous à participer au débat et les participants, puisque nous sommes uniquement sur Zoom aujourd'hui, donc vous pouvez bien évidemment prendre la parole, mais aussi inscrire vos questions sur le chat. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation et sans tarder, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Alicia. C'est un plaisir d'être avec vous. En fait, effectivement, j'aimerais parler de la sécurité en chercheur, en philosophie, mais surtout à partir des travaux de Michel Foucault, qui lui-même ne se définissait pas philosophe, mais il s'est défini, je crois, historien des idées. Voilà, donc c'est à la croisée de la sociologie et de la philosophie que j'aimerais prendre la parole aujourd'hui. En fait, Michel Foucault, comme vous le savez, certainement a fait de la sécurité l'un des concepts clés par rapport à ce qu'il a défini comme gouvernementalité. Attendez, je vais partager mon écran, si c'est possible. Voilà. Voilà, donc c'est en analysant les dispositifs sécuritaires d'État que Foucault tentait de montrer en quoi consiste le passage de la société disciplinaire ou légaliste des 18e ou des 19e siècles à la société néolibérale du 20e siècle, où il dit la sécurité est au-dessus des lois. Hein, c'est ce qu'il a dit dans un entretien dans les années 70. Voilà, donc dans la société non-libérale, la sécurité est au-dessus des lois et l'État, enfin, et le rapport de l'État à la population qui est gouvernée dans cette société change de manière essentielle, hein, selon Foucault. Voilà, donc mon objectif aujourd'hui est de vous montrer pourquoi les analyses de Foucault sont à la fois actuelles et inactuelles aujourd'hui,
Et pourquoi, malgré cette inactualité, elle reste quand même incontournable pour diagnostiquer le bouleversement social qui se produit notamment avec une intrusion très brutale du numérique dans nos vies et avec en fait toutes les répercussions psychosociales que le numérique entraîne avec cette révolution que nous sommes en train de vivre. On pourrait donc dire que tout l'intérêt à lire Michel Foucault aujourd'hui consiste à trouver dans son propos, notamment sur la sécurité, la gouvernementalité et l'État, ce qui fait en quelque sorte l'inactualité de ce propos. C'est cette inactualité qui nous oblige, je crois, à penser et aller au-delà de Foucault, mais avec lui et à partir de la question de l'actualité telle qu'il a posée dans l'un de ses derniers textes, qu'est-ce que les Lumières? La question que se pose Michel Foucault est la suivante: qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et qu'est-ce que c'est que ce maintenant à l'intérieur duquel nous sommes les uns et les autres et qui définit le moment où j'écris? Personnellement, j'aime beaucoup ce passage et je l'ai constamment en tête quand je parle ou écris des enjeux psychiques et sociaux, mais aussi épistémologiques du numérique. Je vais donc aborder la question de la sécurité dans cette tension entre l'actualité et l'inactualité du propos foucaultien sur la sécurité. Et pour ce faire, j'ai divisé mon intervention en deux parties. Dans un premier temps, je vais rappeler, enfin brièvement et très schématiquement, sans entrer dans les détails, comment Foucault comprenait la sécurité par rapport à l'État et par rapport à ce qu'il a défini comme gouvernementalité. Et dans un deuxième temps, je vais montrer pourquoi la sécurité, à la fois au sens de Foucault, mais au-delà de lui, aussi ne caractérise plus l'actualité qui est la nôtre. Voilà, donc, puisque nous sommes dans un séminaire, mes propos seront plutôt fragmentaires. Et si je dis enfin, certaines hypothèses, c'est juste pour les soumettre à une discussion. Et en même temps, je ne suis pas un très grand spécialiste de Michel Foucault, j'aime bien le lire. Voilà, donc, j'espère que une discussion suivra mon intervention. Donc, Foucault mobilise le concept de sécurité pour montrer en quoi consiste le recul du système disciplinaire des institutions d'État du XVIIIe et XIXe siècle, qu'il analyse dans le livre « Surveiller et punir », publié en 1976, si je me souviens bien. Et il cherche à montrer comment un nouveau type de gouvernementalité s'installe avec le régime néolibéral. Enfin, une précision sur ce terme néolibéral pour éviter des malentendus. En fait, Foucault, quand il parle du néolibéralisme, il ne considère pas le néolibéralisme comme une idéologie qui est enfin, dénoncée aujourd'hui encore par les intellectuels de gauche, tant en France comme en Pologne, est souvent décrite, notamment en France, comme pensée unique. C'est-à-dire pensée qui s'installe en Europe avec l'école économique de Chicago.
et qui met fin à ce qu'on appelle en France les 30 glorieuses, c'est-à-dire enfin, une période de prospérité sociale qui a eu lieu juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour Foucault, le néolibéralisme, c'est plutôt un système de pensée, une manière de voir le monde, une manière d'être qui est d'ailleurs enfin, très multiforme, qui est ancrée tantôt à droite, tantôt à gauche, et dont le souci principal consiste en gros, en schématisant, à n'être pas gouverné. Or, ça n'a rien à voir avec l'anarchisme, et ça a tout à voir avec un nouveau mode d'exercer le pouvoir. C'est dans ce contexte, justement, dans le contexte du pouvoir et d'un changement dans la compréhension même de ce que c'est l'exercice du pouvoir, que Foucault parle de la gouvernementalité néolibérale et de la société sécuritaire qui est propre à cette gouvernementalité. De quoi il s'agit? Brièvement, pour le dire très vite, dans le système disciplinaire du XVIIIe et du XIXe siècle, le pouvoir s'exerçait sur les individus et sur leur corps. L'enjeu majeur de ce système était de produire les corps que Foucault a définis dans Surveiller et punir dociles. Et docile un corps qui peut être soumis, qui peut être utilisé, qui peut être transformé et perfectionné. C'est ce qu'il dit dans Surveiller et punir. Donc, le régime disciplinaire est un régime réglementaire et l'espace où ce régime est de vigueur est un espace quadrillé. Une citation encore, à chaque individu sa place et en chaque emplacement un individu. Voilà, donc c'est dans ce régime que se produit ce que Foucault appelle l'assujettissement, c'est-à-dire un mécanisme qui assujettit, qui soumet, mais en même temps qui produit des sujets à travers l'art de discipliner, notamment le corps, l'art de discipliner qui est aussi l'art de gouverner. Et quand je dis l'art, je pense aussi à la technique du mot latin ars. Voilà, donc, mais de toute façon, le pouvoir s'exerce directement sur les corps et ce pouvoir s'intéresse aux détails. C'est un pouvoir très détaillé. Hein. Il s'agit de rendre ce corps docile avec des menus de taille portant sur son assujettissement. Avec l'avènement du néolibéralisme, ces mécanismes de la production de docilité, nous dit Foucault, ne sont plus indispensables pour gouverner. C'est la conception du pouvoir qui change, ainsi que l'objet de ce pouvoir. En quoi consiste ce changement? Alors, à la différence des techniques de la société disciplinaire, les techniques de la société sécuritaire n'agissent pas sur les individus directement, mais elles agissent sur les actions de ces individus, les actions à la fois actuelles, mais aussi les actions possibles, c'est-à-dire enfin potentielles ou virtuelles, qui peuvent arriver dans un espace
limitée. Alors, la technique sécuritaire propre à la gouvernementalité néolibérale agit donc sur les individus et leur corps de manière indirecte et par le biais de leur milieu. Ce n'est plus la question de l'espace, qui est une notion abstraite, mais c'est la question du milieu, terme qui est à mi-chemin entre l'écologie et les sciences sociales, et qui, en gros, parle de la relation entre l'individu et son environnement, en l'occurrence l'environnement social. Donc, la question n'est plus de quadriller l'espace, mais la question est désormais de réguler le milieu. Et une citation qui montre ce changement qui vient de l'un des derniers séminaires de Foucault, la sécurité, la population et le territoire. La régulation d'un milieu dans lequel il ne s'agit pas tellement de fixer les limites, les frontières, dans lequel il ne s'agit pas tellement de déterminer les emplacements, mais surtout, essentiellement, de permettre, de garantir, d'assurer les circulations. Circulation des gens, circulation des marchandises, circulation de l'air, etc. Et les dispositifs de sécurité, enfin, les dispositifs qui sont mis en place pour permettre une telle régulation sont précisément, selon Foucault, les dispositifs de sécurité. Leur but, d'une part, est d'assurer enfin, toutes ces circulations, et d'autre part, leur but est d'optimiser ces circulations. Par exemple, dans ces cours au Collège de France, publiés sous le titre « Il faut défendre la société », Foucault reprend à son compte le concept cybernétique d'homéostasie, enfin qui est très populaire, très discuté à l'époque. Enfin, d'ailleurs, le mot cybernétique vient du mot grec kubernao, qui veut dire gubernare en latin. Donc, quand on parle de la cybernétique, on parle tout de suite de la question de gouverner. Foucault, à ma connaissance, n'a jamais insisté sur ce point, mais je pense qu'aujourd'hui, il est très intéressant de le relire à travers justement la cybernétique, dans cette relation entre l'art enfin, de gouverner et les machines cybernétiques. Voilà, donc en reprenant ce concept d'homéostasie, Foucault dit que désormais l'enjeu de gouverner consiste à une citation encore, à établir des mécanismes régulateurs qui, dans cette population globale avec son champ aléatoire, vont pouvoir fixer un équilibre, maintenir une moyenne, établir une sorte d'homéostasie, assurer des compensations, bref, d'installer des mécanismes de sécurité autour de cet aléatoire qui est inhérent à une population d'êtres vivants, d'optimaliser un état de vie. Donc la question n'est plus enfin, d'entrer dans les détails pour contrôler ou gouverner le corps, mais il s'agit plutôt de quelque chose de plus général, des dispositifs sécuritaires qui gouvernent la vie. Donc c'est la question de la biopolitique qui apparaît aussi dans les travaux de Foucault sur le néolibéralisme. Bref,
on peut dire que la discipline est remplacée par la régularisation, enfin au sens général de ce terme. C'est donc des mécanismes d'un genre tout à fait nouveau qu'il s'agit dans la société sécuritaire, où la question du pouvoir devient en même temps celle de la biopolitique. Et dans un entretien de 1977, dont j'ai déjà parlé au début de mon intervention, Foucault parle de ce qu'il appelle pacte de sécurité. Et il explique dans cet entretien la manière dont il comprend le passage de cette société disciplinaire légaliste à la société sécuritaire, en disant que justement la sécurité est désormais au-dessus des lois. Je vous montre cette citation qui est assez longue, mais qui montre de manière vraiment suggestive comment Foucault comprend la notion de sécurité, le concept de sécurité qu'il est en train de développer à l'époque. Voilà, donc le rapport d'un État à la population se fait essentiellement sous la forme de ce qu'on pourrait appeler le pacte de sécurité. Autrefois, l'État pouvait dire « Je vais vous donner un territoire où je vous garantis que vous allez pouvoir vivre en paix dans vos frontières. » C'était le pacte territorial et la garantie des frontières était la grande fonction de l'État. Aujourd'hui, le problème frontalier ne se pose guère. Ce que l'État propose comme pacte à la population, c'est « vous serez garanti ». Garantie contre tout ce qui peut être incertitude, accident, dommage, risque. Vous êtes malade? Vous aurez la sécurité sociale. Vous n'avez pas de travail? Vous aurez une allocation de chômage. Il y a un raz-de-marée? On créera un fonds de solidarité. Il y a des délinquants? On va vous assurer leur redressement, une bonne surveillance policière. Il est certain que ce pacte de sécurité ne peut pas être de même type que le système de légalité par lequel, autrefois, un État pouvait dire « écoutez, voilà, vous serez puni si vous faites telle ou telle chose et vous ne serez pas puni si vous la faites pas ». L'État qui garantit la sécurité est un État qui est obligé d'intervenir dans tous les cas où la trame de la vie quotidienne est trouée par un événement singulier, exceptionnel. Du coup, la loi n'est plus adaptée. Du coup, il faut bien des espèces d'interventions dont le caractère exceptionnel, extra-légal, ne devra pas paraître du tout comme signe de l'arbitraire, ni d'un excès de pouvoir, mais au contraire, d'une sollicitude. Regardez comme nous sommes prêts à vous protéger, puisque quelque chose d'extraordinaire arrive, évidemment, sans tenir compte de ces vieilles habitudes que sont les lois ou les jurisprudences, nous allons intervenir avec tous les moyens qu'il faut. Donc, ce côté de sollicitude omniprésente, c'est l'aspect sous lequel l'État se présente. C'est cette modalité-là de pouvoir qui se développe. Voilà, c'est ça le grand changement qu'a tenté de diagnostiquer Michel Foucault. Le pouvoir s'annonce, s'impose comme sollicitude et pas vraiment jurisprudence, quelque chose d'arbitraire, etc. Et enfin, voilà, donc tel est le grand concept, tel est en gros le concept de sécurité que Foucault mobilise pour décrire les mécanismes de gouvernementalité dans le néolibéralisme. Et donc, à la lumière, en regardant cette citation, nous pouvons nous demander si, en fait, ce genre de sécurité, si ce genre d'État, notamment en France, parce que pas vraiment en Pologne depuis longtemps, depuis toujours peut-être, donc si tout cela est toujours de vigueur en 2023,
Parce que là, on est vraiment dans l'État-providence tel qu'il existe dans les années 70 en France. Voilà, donc nous pouvons simplement nous demander si ce genre de sécurité est ce qui caractérise notre actualité. Je laisse cette question ouverte et peut-être on pourra après en discuter un peu plus en détail. Mais à mon sens, cette sécurité dont parle Foucault se présente aujourd'hui de manière très limitée. Mais je me dis que justement, c'est en mettant en miroir l'actualité de Foucault et la nôtre que nous pouvons mesurer justement l'ampleur du changement par rapport à la gouvernementalité, par rapport à la sécurité, par rapport à l'État, qui s'est produit sur la période de 40 ans à peine, ou de 50 ans à peine. Et ce changement est d'abord technologique. Il est quand même frappant que Foucault n'ait jamais vraiment abordé la question de la technique, enfin en sens de la technologie, en parlant des techniques de pouvoir. Parce qu'il a beaucoup parlé des techniques de pouvoir, mais il n'a jamais parlé de la technique au sens de la techné. Or, le pouvoir, et notamment de nos jours, ne peut s'exercer qu'avec des technologies. Et puisque ces technologies, comme nous le savons tous et toutes, ont radicalement changé, les modes de gouvernementalité ainsi que le sujet et l'objet de la gouvernementalité ne sont pas les mêmes. Et c'est par rapport à ce changement technologique et par rapport à l'avènement des algorithmes, Antoinette Rouvroy, qui est en fait juriste belge, et Thomas Berns, qui est philosophe, ont proposé, dans le sillage de la pensée foucauldienne, le concept de gouvernementalité algorithmique, en disant que, je cite, enfin, leur article est en ligne, est accessible en ligne, je vous recommande vivement sa lecture. Le sujet de la gouvernementalité algorithmique est de plus en plus saisi par le pouvoir, au sens de ce terme enfin, que lui a donné Michel Foucault, non pas à travers son corps physique, ni à travers sa conscience morale, enfin, qui sont prises traditionnelles du pouvoir dans sa forme juridico-discursive, mais à travers les multiples profils qui lui sont assignés, souvent de manière automatique, sur la base des traces numériques, des traces numérisées de son existence et de ses trajectoires quotidiennes. Bon, il est possible de dire que le concept de dispositif de sécurité dont parle Foucault décrit assez bien cette gouvernementalité algorithmique, parce qu'il s'agit toujours enfin, comment assurer les circulations. Même si cette gouvernementalité algorithmique saisit le sujet autrement que par son corps ou sa conscience morale, il s'agit toujours enfin, d'assurer cette circulation, en l'occurrence des données. Or, ce qui change complètement, en fait, c'est que ce nouveau dispositif de sécurité n'a plus rien à voir avec l'action d'État. Au contraire, l'État est dépassé dans son pouvoir de gouverner la population par les plateformes et qui
du coup, enfin, viennent bouleverser les conditions même de possibilité de gouverner et de sous-gouverner. Parce qu'il y a toujours l'objet et le sujet de la gouvernementalité. Et c'est ça, je crois, le changement majeur par rapport au discours sur l'État des années, disons, 70 et 80, notamment en France. En fait, pour Foucault, ainsi que pour toute une génération d'intellectuels français ou italiens dits de gauche, la vocation de l'État, c'était d'être totalitaire, c'est-à-dire, enfin, pas totalitaire au sens strict, je sais pas, d'un État stalinien ou voilà, mais totalitaire au sens de vouloir faire un contrôle précis de tout. Hein. C'est enfin, c'est totalisant aussi. Mais je crois que le problème de l'État aujourd'hui, après l'intrusion du numérique, avec l'avènement des plateformes, etc., est complètement différent. C'est-à-dire l'État est dépourvu de ce pouvoir de contrôle qui est incarné justement par les plateformes. Et ces plateformes ne seront jamais des institutions qui sont indispensables pour l'existence de l'État. Pourquoi? Parce qu'elles sont purement computationnelles. Voilà, donc la computation ne fait jamais enfin, l'institution. Pour qu'il y ait une institution, il faut quelque chose de plus. Hein. Il faut enfin, une sorte de relation enfin, qui vient d'un autre registre. Nous sommes donc rentrés dans cette situation technologique, d'une part, dans une société de surveillance qui est inédite, et d'autre part, le pouvoir dans cette société sans institution, c'est-à-dire dans une société qui n'existe pas vraiment, parce que enfin, les institutions, ce sont les piliers de la société, qu'elles soient formelles ou informelles, et en même temps, dans cette société, le pouvoir s'exerce non plus sur les corps, mais essentiellement sur les appareils psychiques. Voilà. C'est dans ce sens que Bernard Stiegler, dans ses relectures de Michel Foucault, parle non pas du biopouvoir, mais du psychopouvoir, en parlant plus exactement du psychopouvoir du marché et du marketing qui l'emporte sur le biopouvoir qui est celui de l'État. Le psychopouvoir, bien évidemment, c'est toujours une forme de biopouvoir, bien évidemment, parce que, enfin, dans la mesure où le psyché fait partie du bios. Hein. Cependant, dit Stiegler, la question du pouvoir, la question du biopouvoir est moins aujourd'hui d'utiliser la population, comme disait Foucault, pour la production, voilà, utiliser la population pour la production des sujets, mais il s'agit plutôt de constituer cette population en marché pour la consommation. Et le profilage des usagers par les algorithmes, tels qu'ils sont analysés par Antoinette de Rouvroy et Thomas Berns, qui décrivent
la gouvernementalité algorithmique. Donc tout cela rend ces mécanismes du psychopouvoir encore plus forts. Mais ces mécanismes sont au-delà de l'État et sont liés essentiellement au marché et au marketing. Voilà, donc je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que j'en ai déjà un tout petit peu parlé lors de ce petit colloque Foucault aujourd'hui que vous avez organisé en 2021, je crois. En tout cas, c'est dans ce contexte que, c'est dans le contexte de ce renforcement du psychopouvoir par l'algorithmisation et l'automatisation que Stigler, dans ses derniers travaux, il est vrai de plus en plus ténébreux, parle d'une dissociété. C'est lui qui a proposé ces néologismes que j'ai repris dans le titre de ma communication. Et il comprenait par cette dissociété une forme qui se produit à la suite d'une dissociation automatique du lien social avec les technologies numériques et il disait aussi que c'est l'effet d'une désintégration qui ne peut mener qu'à une explosion sociale. Voilà. Et en fait, il me semble intéressant de rapporter ces analyses stiglériennes de la dissociété à l'entropie sociale dont parle le sociologue économique Wolfgang Streeck, parce que ce rapprochement permet du coup de voir autrement la problématique de la gouvernementalité dans ce nouveau contexte à la fois technologique et social, à l'époque de ce qu'on appelle aujourd'hui la fin du capitalisme, hein, où tout le monde parle de l'après-capitalisme et personne ne sait ce que c'est encore. Hein, cette fin du capitalisme dans sa crise finale, définitive. Pour Streeck, quand Streeck parle d'entropie, il comprend ce terme qui vient de la thermodynamique et pas des sciences sociales d'une manière très générale. L'entropie, c'est une détérioration du système, un désordre, la perte de la capacité d'un système pour fonctionner, pour se renouveler, pour régénérer ses ressources, etc. Donc c'est ça, en gros, l'entropie. Pour Streeck, l'entropie sociale, c'est un désordre prolongé qui, par ce fait même, entraîne aussi le sentiment d'incertitude, le sentiment d'indétermination. Streeck soutient que l'entropie sociale, qui vient après le capitalisme dans sa crise définitive, produit quelque chose comme une société post-sociale, hein, c'est post-social society. Ça n'a pas de sens, en premier abord, mais c'est comme ça qu'il appelle ce changement social, une société post-sociale ou quelque chose quelque chose comme moins qu'une société, less than a society. Où il parle aussi de light society, comme le produit laitier qui n'a pas le gras. Hein. Voilà, donc c'est les métaphores qu'il utilise pour montrer
en quoi consiste cette entropie sociale. Et en fait, c'est très intéressant pour la sociologie et les sciences sociales, le fait que cette société, qui est moins qu'une société, peut se tenir, en fait, peut exister, tant qu'elle ne prend, pas, jusqu'à ce qu'elle ne prenne une nouvelle forme de société dans le plein sens du terme. Voilà, en parlant de cette période prolongée d'entropie sociale, Streeck se réfère en fait au concept introduit par Antonio Gramsci, c'est-à-dire le concept d'interregnum. Gramsci, en parlant d'interregnum, interregnum, hein, enfin, il l'a défini ainsi, c'est-à-dire qu'il disait que l'interregnum se produit au moment où le vieux système est en train de mourir et le nouveau ne peut pas naître. Voilà, donc on est dans cette sorte de trou que Streeck appelle justement l'entropie sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'après le capitalisme, ce qui vient, ce n'est pas le socialisme, par exemple, quand dans le discours marxiste, mais bien c'est l'entropie l'entropie sociale qui vient, et la société sans institution, la société sous-institutionnalisée. Une citation, je n'ai pas eu le temps de la traduire de l'anglais vers le français, donc je la cite en anglais. An interregnum would then be defined as a breakdown level system macro level system integration, depriving individuals at the micro level of institutional structuring and collective support, and shifting the burden of ordering social life, of providing it with a modicum of security and stability to individual actors and such social arrangements as they can improvise on their own. A society in interregnum, in other words, would be a de-institutionalized or under-institutionalized society, which means one in which expectations can be stabilized only now and then by local extemporization, and which for this very reason is essentially ungovernable. Voilà, donc quand on compare ces deux diagnostics, on découvre qu'on n'est pas, enfin, le diagnostic de Foucault et le diagnostic de Streeck, enfin, le livre où vous pouvez trouver cette citation a été publié en 2016, voilà, donc pas du tout la même époque. Et à partir de cette époque, on voit bien on n'est donc plus du tout dans ce pacte sécuritaire entre l'État et la population qui installe une nouvelle forme de gouvernementalité, mais on observe l'impossibilité même de gouverner. À l'époque de cette entropie sociale, à l'âge de l'entropie, pour le dire comme Streeck. D'une part, c'est la société qui devient ingouvernable, et d'autre part, les individus
qui constituent cette enfin, société sans institution ne peuvent être gouvernés que par les algorithmes. Donc, vous voyez comment cette question de gouvernementalité change complètement de sens et de modalité par lesquelles la gouvernementalité s'exerce. Voilà, en même temps, en s'éloignant de Foucault, sur le plan des sentiments collectifs des sociétés contemporaines, outre l'épuisement, c'est plutôt la colère et l'inquiétude qui prennent le devant de la scène et qui ont ceci de commun qu'elles peuvent se transformer en peur et par conséquent être très facilement exploitées politiquement. Voilà, donc ce n'est pas vraiment la sécurité, mais plutôt l'inquiétude, l'incertitude et la colère qui dominent les sociétés d'aujourd'hui. En plus, la sécurité, notamment sur le plan énergétique, s'estompe devant ce qu'on appelle désormais la résilience, c'est-à-dire la question comment assurer la capacité du système, en l'occurrence système énergétique, dont dépend la population. La question ne se posait pas à l'époque de Foucault. Voilà, donc comment assurer la capacité du système pour qu'il retrouve son fonctionnement à la suite des perturbations à venir, en l'occurrence des perturbations climatiques, mais aussi géopolitiques, etc. En fait, les classes dirigeantes en Pologne refusent de prendre acte de la fin de l'époque de la sécurité énergétique, et enfin, elles font semblant de pouvoir assurer cette stabilité, cette sécurité, ce qui ne peut malheureusement que mener à une catastrophe inéluctable face enfin, aux conséquences des changements du climat qui nous sont connus en fait. Nous pouvons les anticiper, mais elles sont inéluctables. Donc c'est pourquoi enfin, miser sur la sécurité, c'est enfin, c'est une erreur enfin, épistémologique, si vous voulez, intellectuelle. Et pour terminer, en fait, j'aimerais, pour montrer en quoi ce concept de sécurité n'est plus ce qui trame notre époque, j'aimerais évoquer un autre sociologue allemand, Hartmut Rosa, qui soutient justement que nous vivons une époque d'insécurité ontologique, c'est-à-dire fondamentalement. Notre époque est enfin insécure, je sais que ça n'existe pas, ce mot en français, enfin sur le plan fondamental de l'être. Rosa en parle dans un entretien publié en français dans Philosophie Magazine, enfin dans un numéro qui a été publié juste après l'agression de la Russie poutinienne contre l'Ukraine. Et selon Rosa, enfin, nous vivons cette époque d'insécurité ontologique parce que enfin, toutes les structures que nous imaginions plus ou moins stables, pérennes, sont en train de s'écrouler par la dynamisation du monde. Et ce monde, en même temps,
se caractérise par ce que Rosa appelle l'indisponibilité. C'est très paradoxal, hein, cette indisponibilité du monde, parce qu'elle devient de plus en plus palpable. Elle apporte enfin, des situations de plus en plus graves avec le développement rapide de la technologie computationnelle qui nous donne une illusion de puissance, une illusion une illusion de la maîtrise du monde. Une petite citation, en fait, Rosa, pour expliquer enfin, cette indisponibilité du monde, il donne enfin, des exemples assez banals parce qu'il dit que cette indisponibilité se manifeste dans le quotidien. Donc, je cite, « Considérez par exemple votre smartphone. Il vous donne un pouvoir inouï sur le monde, celui de vous orienter dans l'espace, d'échanger des messages avec des gens tout autour de la Terre, de consulter la totalité des connaissances en ligne, de trouver des recettes de cuisine ou d'acheter des vêtements. Mais si votre smartphone tombe en panne, vous ne savez plus rien faire par vous-même. Au niveau global, donc ça c'est le quotidien. Au niveau global, le fait que nous ne sachions pas agir contre le réchauffement climatique est révélateur de cette indisponibilité des équilibres écologiques fondamentaux. Donc, indisponibilité du monde, c'est enfin le fait que c'est enfin, ce n'est pas à notre portée d'arrêter enfin, enfin cette aggravation qui déséquilibre enfin la biosphère. En un autre sens, les difficultés que rencontre l'armée russe en Ukraine montrent que les tanks et la puissance technique ne font pas tout contre un pays dont les habitants sont très déterminés. Vladimir Poutine et son état-major découvrent avec stupéfaction que, si forte que soit l'armée russe, l'Ukraine reste pour le moment indisponible. Voilà donc ce que Rosa appelle l'insécurité ontologique sur le plan fondamental de l'être, c'est tout simplement la conséquence de toutes ces situations qui se produisent dans un monde mis en état d'indisponibilité hors de notre portée. Et c'est paradoxal parce que nous sommes tous et toutes hyper connectés. Et hyper disponible, enfin, à l'échelle planétaire. Cette insécurité sur un autre registre politique, par exemple, c'est que un idiot comme Donald Trump pouvait devenir le président des États-Unis. Je cite Rosa, enfin, un Allemand qui parle à un journaliste français, c'est important. Pour les Européens, il a été saisissant de réaliser, sous l'ère de Trump, que les États-Unis et l'Europe n'appartiennent peut-être pas à la même civilisation. C'est ce que dit Rosa. Mais j'ajouterais qu'il a été non moins saisissant de voir comment la droite polonaise s'entendait plutôt très bien avec Trump. Et aujourd'hui, il est non moins saisissant de voir la différence entre, par exemple, la Pologne et les pays baltes d'une part, et la France et l'Allemagne d'autre part, face à la question de l'Ukraine. Nous sommes donc hyper divisés sur le plan de l'Europe, et c'est cette hyperdivision qui produit cette insécurité ontologique. Sur un registre climatique, encore, c'est toujours l'exemple de Rosa, cette insécurité se ressent avec la perturbation des saisons. Rappelez-vous, moi j'ai passé
les mois d'octobre et novembre à Paris. Donc, je me souviens bien de la température 25 degrés le 20 octobre, hein, où il suffit de mentionner ce qui se passe maintenant en janvier en Pologne. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais quant à moi, ça me donne ce sentiment de déstabilisation, enfin émotionnelle et enfin intellectuelle même. Voilà. Donc, on n'est pas vraiment, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et c'est ce que Rosa appelle cette insécurité ontologique. Et encore une chose, pour terminer, en fait, selon lui, cette indisponibilité du monde et l'insécurité ontologique vont de pair avec ce qu'il appelle un problème autour de l'énergie sociale. Enfin, les observations de Rosa sont encore très simples. Je le cite encore, après le confinement, les gens n'avaient pas forcément envie de renouer des contacts sociaux, de sortir chez eux, de retrouver leurs collègues, d'aller au cinéma ou au restaurant. Tout se passe comme si l'indisponibilité du monde et l'insécurité ontologique se traduisaient par une diminution de notre désir de socialité. Voilà. Et ce problème autour de l'énergie sociale, il faut le souligner, porte essentiellement sur les Occidentaux modernes. Et en même temps, notre sociologie, dit Rosa, n'a même pas élaboré ce concept d'énergie sociale. C'est pourquoi c'est juste une métaphore. Et quelqu'un, enfin un scientifique dur, peut dire ben, on ne sait pas ce que c'est cette énergie sociale, ça n'existe pas, c'est de l'ésotérisme, etc. Cependant, ça recouvre un aspect, une réalité importante de notre vie, et c'est ce qui nous diffère, en fait, enfin, nous, les autres civilisations occidentales modernes, des civilisations traditionnelles, et leur passion pour ce que c'est l'énergie sociale. Rappelons par exemple le concept d'énergeia chez les Grecs anciens, le concept de ki, enfin chinois, ou l'énergie de la vie dont parle Achille Mbembe dans ses essais. Et Rosa, par rapport à ces civilisations traditionnelles et leur passion pour l'énergie sociale, constate, je cite, « Nous avons appauvri notre conception de la circulation de l'énergie en la ramenant à une affaire de motivation et de volonté, c'est-à-dire en faisant comme s'il y avait des tempéraments plus ou moins énergiques, comme si l'allant, comme si l'envie étaient des qualités appartenant aux individus. Mais l'énergie n'est ni en moi ni en vous, mais qu'elle naît de l'interaction et de la relation, que c'est donc au niveau social qu'il convient de penser sa circulation. » Voilà, donc on revient à la question de la circulation qui était pour Foucault une question enfin centrale dans la mesure où c'est le dispositif de sécurité qui devait assurer la circulation. Aujourd'hui, la circulation des données, par exemple, se produit sans cette énergie sociale, enfin qui constitue l'essence même de la société. Il se trouve que hier, avec mes collègues, on organise un séminaire autour de la question de l'entropie, de l'écologie, etc. Et on a eu une très belle intervention de Mark Swilling, qui est chercheur
travaillant à l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud. Et je lui ai posé cette question de l'énergie sociale par rapport à l'Afrique et par rapport à la perte de ce concept par nous, les autres occidentaux. Et il a répondu en confirmant en quelque sorte, enfin, ses intuitions de Rosa, en disant que moi, je me suis, je ne quitterai jamais l'Afrique pour cette raison précisément que cette énergie sociale existe et que le régime colonial n'a pas réussi à détruire justement ce quelque chose hein, que nous n'avons même que nous ne savons même pas enfin conceptualiser en notion sociale parce que nous n'avons pas élaboré ce concept d'énergie sociale. Et je me dis que c'est aussi à cause oui, de cette manière d'être enfin propre au néolibéralisme qu'analysait Michel Foucault. Voilà. En parlant, entre autres, du concept de sécurité. Donc, je vous remercie de votre attention. Un grand merci pour cette présentation, mais avec très, très inspirante, mais avec une vision plutôt pessimiste et avec une vision d'une société plutôt, on dirait, dystopique. Je voudrais donc ouvrir le débat. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur ce sujet? Oui. Est-ce que le Foucault détestera le M-Obvatel qui ont appelé pour, disponible sur le portable? Foucault? Oh, je ne sais pas. En fait, c'est enfin, cette application MVVAT, c'est juste une infrastructure parce que, enfin, bah, je ne sais pas s'il le détestera ou pas. Difficile de dire, mais enfin, avec cette technologie, cette application, le problème ouais, c'est la question des données. Hein. C'est difficile enfin, de répondre à votre question. La question est de savoir qui possède enfin, les données, qui les contrôle. Moi, personnellement, et si nous avons confiance justement à l'État qui possède nos données. Donc, il y a, enfin, tout récemment, Catherine Malabou, elle a écrit un bouquin intitulé Au voleur, où elle a essayé de dégager des travaux de Michel Foucault une certaine un versant anarchisant, en essayant de montrer comment Foucault il était un peu enfin, anarchique. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec son interprétation, mais enfin, le problème, enfin, j'ai du mal à répondre directement à votre question parce que je crois que Foucault n'a pas élaboré les instruments conceptuels pour penser ce qui se passe avec ce genre d'application. Je crois que les gens enfin les intellectuels, enfin les gens qui vivaient dans les années 70 ou 80, même s'ils étaient parfaitement capables de prévoir le développement des technologies informationnelles et communicationnelles,
ils étaient incapables d'imaginer concrète ce que ça va donner concrètement, hein, avec ce genre de dispositif. Voilà. Donc, je ne sais pas si l'on est capable de penser cette actualité technologique, justement, avec les concepts de Foucault. C'est pour ça, je ne sais pas s'il détestera ce genre d'application s'il était toujours en vie. Oui, merci. Mais je pense que c'est une question très intéressante dans la perspective que vous avez évoquée sur l'État aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez dit que l'État est maintenant dépassé par les plateformes numériques. Et voilà, c'est un cas très intéressant parce qu'il y a plusieurs applications de l'État, plusieurs plateformes de l'État, et on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment l'État qui les contrôle? Ça, c'est une autre question. Et voilà, et pour revenir à Foucault, vous avez dit aussi que ce régime disciplinaire contrôlait surtout les corps. Hein. Ouais. Et ici, c'est pas le cas. Tout cela me donne envie, en général, de poser plusieurs questions sur l'État. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que si l'État est maintenant dépassé par les plateformes numériques, est-ce que ça veut dire que l'État est concurrencé, voire menacé par ces plateformes? Ah oui, je crois que oui. Moi, je pense que, moi, je dirais aujourd'hui que, comme Foucault voulait défendre la société, moi, je dirais qu'il faut défendre l'État. Contrairement aux intellectuels de gauche, justement, qui étaient traditionnellement contre l'État. Hein, parce qu'ils croyaient, enfin, ils avaient des raisons pour le faire, que cette structure est essentiellement totalitaire, donc il faut qu'on s'en libère, etc. Mais aujourd'hui, avec les plateformes comme Facebook, qui est une sorte de quasi-État, avec 2 milliards d'usagers. Hein. Voilà, donc la question du profilage des données, de la cybersécurité, la manière dont ce genre de plateformes peuvent influencer les processus démocratiques, tout cela est bien connu. Et on ne sait pas vraiment ce qu'on peut faire. Et l'État a perdu les moyens pour gouverner la population, et je crois qu'on a en même temps perdu, ou peut-être on n'a pas encore élaboré, la différence très subtile, mais qui me semble très importante, entre contrôler et gouverner par rapport à la technologie. Parce que, dans le discours cybernétique, quand on veut critiquer la cybernétique, on dit que ouais, c'est pour contrôler et pour gouverner, c'est la même chose. Or, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, et c'est précisément Alain Supiot, je crois, qui le montre de manière très, très pertinente, en montrant comment la régulation, la réglementation, la régulation par la loi diffère de la régulation technologique, et pourquoi la technologie, ce n'est pas la même chose que la loi, par exemple. La culture juridique qui est
enfin, liées toujours au territoire, à une localité. Voilà, donc si on perd cette différence, on est perdu. C'est à ce moment-là qu'on se retrouve dans une dystopie. Hein. Donc je pense qu'il y a quand même un travail intellectuel à faire pour distinguer entre le contrôle et le gouvernement. Hein. C'est un peu, quand vous m'entendez parler, je ne veux pas dire que, parce que ça peut être un peu réactionnaire, défendre l'État. Hein, mais aujourd'hui, justement, je crois que c'est un vrai enjeu. Tout en reconnaissant la violence de l'État, notamment en France, par rapport à Gilets jaunes, etc. Il y a une très, très grande défiance à l'égard de la France d'Emmanuel Macron, la police, etc. Donc là, on retrouve bien enfin la critique faite par Foucault, Deleuze, enfin tous les intellectuels de gauche. Mais en même temps, par rapport à la question de la technologie, par rapport à la question du numérique, ça c'est autre chose. Et là, il faut vraiment prendre une position, je crois, différente et voir et voir ce qu'on perd avec cette disparition enfin des institutions qui, dans notre région du monde, appartiennent aux États-nations. Hein. Donc, je crois que c'est la grande question de notre actualité avec cette question de la cybersécurité, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit, la cybersécurité. Hein. Et le danger qui apparaît au moment où on a bâti cette méga machine qui est très vulnérable à toutes sortes d'attaques. Hein. Voilà, donc la question qui commence à se poser aujourd'hui est que, enfin, on a voulu, enfin, l'ouverture de la toile, et on croyait que cette ouverture est vraiment quelque chose de super bien, mais tout d'un coup, on découvre que ça apporte un danger énorme sur notre sécurité, justement, de toutes sortes. Voilà. Donc, la question est de savoir comment aujourd'hui, enfin, diversifier, comment fragmenter, restructurer par fragmentation cette toile planétaire qui rend notre monde indisponible aussi, hein, pour le dire comme Rosa. Donc, voilà. Je crois que les sciences sociales ont un grand travail à faire, un grand travail conceptuel à faire pour comprendre, enfin, ces enjeux technologiques, pour les nommer à leur propre manière, voilà, pour maîtriser la situation. Mais je dirais, moi, en fait, parce que vous avez dit que j'ai présenté une vision de la société qui est plutôt dystopique. Ah ben, enfin, je ne sais pas. J'ai terminé par cette question de l'énergie sociale, parce que ce qui m'intéresse, c'est justement la manière dont nous pouvons régénérer ces ressources. Vous voyez? Parce que d'une part, je crois que la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas trop tard? Peut-être on est en train de découvrir que les ressources de cette énergie-là sont aussi finies comme les ressources naturelles, que cet épuisement, que ce burn-out analysé par Byung-Chul Han, c'est quelque chose, enfin, un obstacle trop
grand pour qu'on puisse enfin, retrouver cet élan social, si vous voulez. Mais en même temps, je ne vois pas d'autres enfin, possibilités enfin, pour se maintenir en vie en tant que société que enfin, chercher des moyens, des techniques, je sais pas, prendre des décisions qui permettent de reconstruire quand même des infrastructures qui permettent la circulation de cette énergie. On peut s'inspirer justement des cultures africaines, notamment. Voilà, parce que ouais, parce que sinon on est dans un nihilisme absolument effarant. Oui, merci. Oui, c'est très intéressant. C'est une vraie question. Et concernant l'État encore et le rôle peut-être de l'État aujourd'hui, je voudrais revenir aussi à la question du réchauffement climatique, parce qu'en fait, on a eu au début de ce semestre une séance consacrée à la sécurité climatique. Et notre invité, Maciej Bukowski, a justement cité cette définition de sécurité comme sentiment de l'individu, éprouvé par l'individu, sentiment de protection. Et ce sentiment qui viendrait de l'État. C'est-à-dire son sentiment de protection garanti par l'État. Du coup, si on se sent, si on sent ce manque de sécurité au niveau climatique, on pourrait attendre de l'État une réaction, ce qui n'est pas le cas, on le sait, maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je crois qu'il faut être très enfin, il faut faire très attention quand on parle de la protection que doit assurer l'État, parce que c'est les populistes disent à peu près la même chose. Ils disent il y a bien enfin le monde va trop vite. Donc face à cette dynamisation du monde, vous devez être protégé. Et nous allons vous protéger en produisant enfin un boucle émissaire. Enfin, les immigrés, les LGBT+, etc. Donc, ça dépend de quelle protection nous parlons. Et je crois que c'est pour ça ce changement conceptuel qui se produit avec le passage de la sécurité à la résilience, en fait, est peut-être une voie à suivre. C'est-à-dire parce que l'époque de la sécurité énergétique est terminée, hein, parce que, enfin, nous avons épuisé enfin, les ressources énergétiques qui ont construit enfin, l'Europe de la deuxième moitié du XXe siècle. Hein. Donc la stabilité sociale, financière d'une bonne partie de la population. Enfin, pas toute, bien évidemment, n'est-ce pas? Mais quand on parle enfin, des 30 Glorieuses, qui enfin, se terminaient au moment où Foucault conceptualisait la sécurité, c'est cela. Hein. Et maintenant, enfin, l'État est incapable de garantir cette sécurité, mais bien évidemment,
il devrait protéger ses habitants, mais en se confrontant au vrai problème et au vrai danger. Parce qu'enfin, aujourd'hui, en août 2022, un article est paru dans PNAS, c'est Proceedings of euh, National American Academy of Sciences, où une quinzaine de climatologues nous ont dit, écoutez, désormais, l'hypothèse de l'extinction de l'humanité après 2100, et il faut la prendre au sérieux, hein, pour bien gérer les risques, hein. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il s'agit de protéger la population. Et on ne peut pas lui assurer la sécurité face à cette cascade de conséquences du changement climatique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est justement de renforcer cette résilience qui permette soit de différer les conséquences du changement, soit de ce qu'on appelle mitiger, je ne sais pas si ça existe en français ce mot, ces conséquences, ou bien soit de minimiser, hein. Mais de toute façon, la question est d'anticiper ce qui va se passer. Et donc, ce qui va se passer, ça sera de l'instabilité quand même, quelque chose qui n'a rien à voir avec la sécurité, etc. Donc, la question est celle de la confiance, quoi, et de l'honnêteté de l'État, et surtout du courage, hein, des dirigeants qui font face, qui prennent leurs responsabilités de ce qui se passe. En fait, c'est ça le discours de Greta Thunberg, hein. Comment osez-vous, hein? Comment osez-vous nous mentir et de crier There is no planet B, etc. Donc c'est ça, c'est le changement de... Oui, c'est le courage. C'est Kant avec son sapere aude. Ayez courage de savoir. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. Autrement, c'est du populisme d'extrême droite ou d'extrême centre en disant vous serez protégé. Non, vous pouvez être protégé à condition que vous retrouviez cette énergie sociale et à condition que vous renforciez les localités dans lesquelles vous vivez. Et voilà, il faut maintenant redéfinir ce que c'est l'État, il faut maintenant, je ne sais pas, reconstruire les structures même et les infrastructures même de l'État pour fragmenter le monde et en faire, je ne sais pas, un réseau de localités ouvertes qui se solidarisent les unes avec les autres. Voilà. Donc, et en fait, c'est ce que disait souvent Bernard Stiegler, l'Europe est faite de localités, c'est-à-dire nous avons comment dire, ce réseau de localités culturelles, géographiques, etc., qu'il faudrait revaloriser pour inventer des actions politiques à la mesure de la situation. Ça passe bien évidemment par l'État qui pourrait fédérer ces localités, mais ça n'a rien à voir avec l'État. Oui, avec l'État-providence. Non, je ne sais pas, c'est... Non, Alicia, je vous avais perdu.
Oui, quelque chose à couper pour quelques secondes. Oui, oui. Mais, oui. Mais heureusement, j'ai entendu la fin aussi. Merci beaucoup. C'était peut-être le signe que notre temps est fini. Mais peut-être s'il y a une petite dernière question, n'hésitez pas. Sinon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie encore une fois. Je vous remercie tous pour cette séance aussi et pour ce semestre entier. Mais on va continuer les thématiques de sécurité le semestre prochain. Notamment, on va avoir une séance consacrée à la cybersécurité. Ouais. Avec les informaticiens et les spécialistes. C'est prévu le 26 avril. Ce sera en hybride, donc j'invite vraiment tous. Mais on commence le 22 mars avec l'historienne Christine Lebeau. J'invite tous déjà à cette rencontre. Donc, on se voit le semestre prochain et avec nos étudiants, on se voit en ligne le 1er février. Si vous avez des questions sur le séminaire ou sur la validation, n'hésitez pas à me contacter, mais je vous enverrai aussi par mail un petit rappel. Donc, un grand merci pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation. Bonsoir, merci. Au Au revoir. revoir.